Salut, alors voilà, moi j'avais envie de vous proposer un petit montage sur le Covid-19 et le confinement. Du coup, pour faire ce son, je me suis quand même pas mal basée sur des informations et réflexions que j'ai lues à droite à gauche dans divers articles. Mais c'est vrai que je propose aussi des analyses et réflexions assez personnelles. Et donc, je parle des mesures mises en place pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Et je me concentre beaucoup sur la remise en question du confinement généralisé, tant d'un point de vue sanitaire, sécuritaire, que sur la question de la dignité humaine. Voilà, moi, mon idée, c'était quand même de questionner la pertinence et les conséquences de ce qu'on nous impose, tout en montrant en vrai qu'il s'agit bien d'une gestion sécuritaire basée sur la répression et révélatrice d'une politique à l'idéologie punitive. Voilà, j'avais besoin d'exprimer des questionnements et des points de vue un peu plus liés à ce qui me semblerait être une gestion de la pandémie un peu plus en accord avec des idées anti-autoritaires et abolitionnistes pénales. Et s'il y a des moments où je détaille un peu d'autres scénarios et mesures possibles, je tiens à dire qu'il ne s'agit absolument pas de donner des solutions arrêtées. C'est plutôt des pistes et des questionnements qui restent à creuser et à compléter, et évidemment à confronter et à débattre, ce qui fait qu'il est tout à fait possible que ça agace ou choque par moments, même si c'est pas le but. Et même si je me base sur des faits, il manque encore beaucoup d'éléments plus techniques et pragmatiques pour étudier la réelle faisabilité des choses, en tenant compte par exemple des circonstances, de l'avancement de la pandémie ou des moyens disponibles, sans compter aussi notre connaissance du virus qui n'a pas toujours été celle qu'elle est aujourd'hui et qui va sûrement aussi encore évoluer. Bref, ça reste donc un travail assez superficiel. Du coup, c'est loin d'être exhaustif et j'ai essayé aussi de garder un format assez court. Donc c'est vrai que c'est assez dense. Voilà, mais j'espère que c'est assez clair. Je serais contente si vous appréciez et si ça permet d'enrichir vos réflexions. Voilà, bonne écoute. Bon alors les cailloux, pour commencer, il va falloir quand même rappeler un peu c'est quoi le Covid-19 et comment ça fonctionne. Alors vous le savez peut-être déjà, je suis désolée pour les redites, mais au cas où, j'essaye d'être bref. Du coup le Covid-19 c'est un virus qui s'attaque principalement au système respiratoire. Une de ses particularités c'est d'être très contagieux, c'est-à-dire que dès qu'on l'a dans notre organisme, on peut le transmettre dès le premier jour. Mais la plupart du temps, on met en moyenne 6 jours avant d'avoir des symptômes, pour celles et ceux qui auront des symptômes, et ça peut prendre jusqu'à 14 jours. Donc ça, c'est son temps d'incubation. Mais pendant ces 6 à 14 jours, on est contagieux, et on n'a aucun moyen de savoir que on est malade. Voilà. Alors du coup, ça c'est la grande question qu'on entend souvent répéter, gna gna gna, les porteurs sains. Alors bon, c'est pas vraiment porteur sain le terme exact, mais c'est plutôt porteur asymptomatique, même si c'est deux choses un peu différentes. Bref, en tout cas, il y a des gens qui avançaient un chiffre de un tiers des personnes contaminées seraient potentiellement asymptomatiques. Du coup, j'imagine ça comprenait les gens en incubation, plus les personnes euh, qui vont porter le virus mais n'avoir aucun symptôme, et puis l'éliminer. C'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment dire porteur sain, parce qu'en fait on ne le porte pas en permanence. On l'a, hop, dans notre organisme l'élimine, parfois avec des petits symptômes, parfois avec quasiment aucun symptôme. Et puis après il est plus dans le corps parce qu'il est mort, quoi, il est éliminé. Voilà, bref. En tout cas, le chiffre de un tiers, c'est un chiffre un peu douteux parce que c'est compliqué de calculer. Et donc, il n'a pas l'air très fiable. En tout cas, d'autres chiffres qu'on trouve, c'est plutôt que 81% des personnes qui vont être infectées par le Covid-19 vont avoir seulement des symptômes bénins, c'est-à-dire quelque chose qui va ressembler à une bronchite, une grippe, un rhume, même parfois seulement. Voilà. 14% des personnes qui vont être atteintes vont avoir une forme sévère, c'est-à-dire que là, pour le coup, il faudra des soins un peu plus particuliers, voire une hospitalisation. Et puis 5% des personnes atteintes vont avoir une forme critique, enfin une forme très sévère, très aiguë. Et donc là, ça va nécessiter non seulement une hospitalisation, mais l'utilisation de respirateurs, et voire la réanimation. Et parmi les 5%, il y a une partie des gens qui vont décéder. Voilà.
Du coup, on dit que souvent le virus, il est létal à 1 à 2%. Mais bon, 1 à 2%, ça dépend de beaucoup de facteurs finalement. C'est-à-dire que le virus, il tue les personnes fragiles. Donc, à savoir les personnes qui ont un système immunitaire déficient. Donc, c'est souvent les personnes âgées de plus de 70 ans. Voilà. Mais ça peut être aussi des personnes qui ont des maladies auto-immunes ou quoi. Et puis aussi des personnes qui sont particulièrement sensibles au niveau des voies respiratoires. Donc, les personnes qui souffrent de maladies respiratoires chroniques, par exemple. Les personnes qui souffrent de maladies cardiovasculaires, apparemment ça peut jouer aussi, etc. Et donc finalement, le pourcentage de mortalité, il dépendra aussi du pourcentage de personnes vulnérables dans la population en question. Et il dépendra aussi évidemment de comment est-ce que justement on arrive à faire en sorte que ces personnes vulnérables soient protégées. Parce que si toutes les personnes vulnérables sont contaminées par le Covid-19, il y aura un fort taux de mortalité. Enfin, le taux de mortalité va augmenter. Si par contre quasiment aucune ne sont atteintes, on aura un taux de mortalité qui sera moindre, quoi. Donc voilà. Ensuite, comment il se transmet ? La façon principale dont il se transmet, c'est par les gouttelettes expectorées. Donc quand on tousse, quand on postillonne, quand on éternue, on envoie des petites gouttelettes de salive dans lesquelles il y a le virus. Voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut respecter une distance d'au moins 1 mètre pour éviter ces projections-là. Et puis qu'on dit aussi aux personnes qui veulent pas choper le virus ou le transmettre, d'avoir un masque. Parce que ça retient, ou ça limite en tout cas la projection ou l'ingestion des gouttelettes. Maintenant, selon une étude qui a été réalisée en milieu confiné en laboratoire, potentiellement le virus, il pourrait vivre jusqu'à 3 heures dans ces gouttelettes. Ça peut donner une idée aussi des précautions à prendre derrière. Voilà, le virus, le problème aussi, c'est que il peut survivre longtemps sur les surfaces qu'on va toucher. Donc par exemple, comme chacun sait, on se touche souvent le visage dans la vie. Et puis surtout quand on est malade, on tousse dans notre main ou quoi. On se gratte les yeux ou je sais pas. Et du coup, on va déposer le virus après avec nos mains un peu partout, là où on touche des choses. Et le problème, c'est que le virus, effectivement, il peut vivre par exemple jusqu'à 24 heures sur des surfaces cartonnées et il peut vivre jusqu'à 2-3 jours sur des surfaces plastiques ou métalliques. Donc ça, c'est sûr que c'est un gros vecteur aussi de transmission auquel il faut faire attention. Ensuite, on nous dit souvent « les asymptomatiques, c'est problématique, c'est à cause d'eux que le virus il se propage. Tous ces jeunes là qui sont en bonne santé, ils sont trop inconscients de sortir de chez eux parce qu'en fait ils vont refiler le virus à tout le monde. » Alors oui, un asymptomatique peut transmettre le virus, mais comme le disait si bien l'OMS, ça représente quand même très peu de risques de contamination et une part faible des contaminations. Les asymptomatiques, vu qu'ils n'ont pas de symptômes, c'est-à-dire comme ils toussent pas, ils éternuent pas, ils projettent beaucoup moins de gouttelettes en fait que des personnes malades. Pour terminer, je vais avoir l'air de m'éloigner un peu du sujet, mais je vais vous parler de pollution de l'air. Parce que vous n'êtes peut-être pas sans savoir que la pollution de l'air en fait est une des premières causes de mortalité en France. Donc c'est vrai que souvent on s'est dit on en fait tout un fromage du Covid-19 alors que il va faire beaucoup de morts certes, mais c'est rien comparé par exemple à la pollution de l'air. Et c'est vrai. Et en plus de ça, c'est lié. C'est-à-dire que vous voyez, la pollution de l'air, c'est quand même responsable de 1 mort sur 6 dans le monde. Ça représente 8,8 millions de personnes qui meurent par an dans le monde, 48 000 en France par an, c'est 1 sur 1000 pour les décès du coup en France. Donc c'est vrai que c'est des chiffres assez énormes et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, les gens qui sont vulnérables au Covid-19, une grande partie des gens vulnérables au Covid-19 le sont parce qu'ils souffrent de maladies respiratoires chroniques et qui, elles, sont en grande partie dues à la pollution de l'air. Donc finalement, sans pollution de l'air, le Covid-19 aurait pu être effectivement relativement bénin. Enfin, en tout cas, il y aurait eu beaucoup moins de personnes vulnérables à ce virus. Et donc, il aurait peut-être été pas plus dangereux qu'une grippe, peut-être.
Mais aussi, c'est à cause de la pollution de l'air que les gens sont de plus en plus fragiles et donc que des virus qui autrement auraient certes été mortels, hein, mais pour beaucoup, beaucoup moins de monde. Et du coup, on n'aurait pas été obligé de les combattre avec autant de vigueur. Voilà. Et pour en revenir à la pollution de l'air, les experts parlent aussi de pandémie, puisque ça fait énormément de morts par an et à travers le monde. Et malgré tout, là, il n'y a pas de mobilisation générale, il n'y a pas de mesures drastiques et pressées qui sont prises. Alors pourquoi? C'est pas très compliqué à comprendre, hein. Le Covid-19, c'est un virus qu'on peut enrayer rapidement avec des mesures fortes en quelques mois. La pollution de l'air, c'est très différent. Elle est due déjà en grande partie aux activités humaines. Du coup, si on veut la réduire drastiquement et en venir à bout, en fait, c'est tout un mode de vie, un mode de production, de consommation, toutes les énergies, le transport, en fait, qu'il faut changer et remettre en question. Et ça, évidemment, nos gouvernements respectifs ne sont absolument pas prêts à renoncer à tout ça, à remettre tout ça en question et à abandonner finalement le capitalisme parce que c'est très lié. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu des chiffres pour se remettre un petit peu dans la tête le fonctionnement du Covid et puis se rendre compte aussi effectivement de la proportion en fait de mortalité. Et du coup, on va mettre un peu de musique et ensuite on va parler des mesures qui sont prises contre le Covid-19 parce que c'est ça qui nous intéresse principalement.
alors face à cette épidémie, quelles sont les mesures qui ont été mises en place. Donc le 16 mars, Emmanuel Macron a annoncé un confinement généralisé de la population, donc chacune doit rester chez lui, elle, avec seulement quelques cas précis pour lesquels on a le droit de sortir, donc faire ses courses, travailler, porter assistance à des personnes vulnérables, faire un peu de sport, et depuis peu aussi a été rajouté pointer au commissariat, peut-être j'en oublie, mais bon voilà, vous connaissez la chanson. Au fil des jours se sont ajoutées pas mal de mesures, comme si le confinement n'était pas suffisant, comme s'il fallait montrer absolument qu'on fait encore plus, et puis surtout il fallait se donner les moyens de faire respecter le confinement, hein. Et évidemment ce gouvernement ne connaît pas d'autres moyens que plus de répression. Donc on a vu les amendes augmenter, hein. Au début c'était 38 € qui pouvaient aller jusqu'à 135, je crois quelque chose comme ça. Maintenant c'est 135 dès le début, ça peut monter jusqu'à je sais plus, je me demande si c'est pas 3000. En tout cas ça peut aller jusqu'à la prison au bout de 3 amendes consécutives. Et donc ça a été durci au fur et à mesure. Donc voilà. Au début on avait des contrôles surtout dans la rue, tout ça, bon, des contrôles d'attestation avec souvent des vérifs d'identité aussi. Mais maintenant, carrément, on trouve les flics dans les magasins ou à la sortie des magasins qui contrôlent ce que tu achètes pour voir si tu t'es pas déplacé pour acheter 3 babioles, quoi, parce que c'est vraiment trop grave. Donc, ils harcèlent les gens. Ça, c'est un peu comme à leur habitude. Mais bon, ça se généralise, ce harcèlement, disons. Voilà. Et que c'est de pire en pire, ils prennent de plus en plus leurs aises. On a vu les parcs, forêts, dans certains endroits comme chez nous en Loire-Atlantique, parcs, forêts, bords de l'Erdre et tout ça interdits, fermés, alors que les premiers jours ça l'était pas, hein, pour soi-disant éviter les regroupements, etc. Du coup, en plus de ça, donc dans certains coins, pour pouvoir surveiller justement ces parcs, etc., eh bien, l'utilisation de drones, voire d'hélicoptères. Donc un truc de fou, hein, on se croirait en plein bouquin de SF. Mais non, c'est bien la réalité. Depuis peu, j'ai l'impression aussi que maintenant, il y a le feu vert pour la surveillance par téléphone. Donc pour géolocaliser les gens. Alors je ne sais pas exactement comment ça va s'appliquer. Peut-être d'autres gens vous en parleront plus en détail et mieux que moi. Mais en gros, dans les autres pays, et nous on en parlait dès l'allocution de Macron le 16, eh bien, ça sert du coup à retracer soit les personnes qui sont mises en quarantaine pour s'assurer qu'elles gardent leur quarantaine, soit aussi pour localiser des regroupements qui seraient interdits. Voilà. En plus de ça, dans certains coins, on a eu la mise en place de couvre-feu, le truc de malade. Voilà, donc plusieurs villes sont déjà, voire des départements, j'ai l'impression, sont sous couvre-feu. Et si vous pensez que ça peut pas être pire, ben si, ça peut encore être pire. Je crois que c'est en Iran que il y a plus de vente d'alcool autorisée. Je ne sais pas pourquoi. Quel rapport avec le Covid, faut pas chercher. Et le couvre-feu, il est à partir de 17h. Voilà, donc bon, ça donne un peu une idée. Voilà, puis bon, bah évidemment, ça ajoute à ça aussi des mesures qui sont aussi très graves comme bon, déjà, le fait que Macron ait plus de pouvoir et qu'il puisse encore plus gouverner sur ordonnance, etc. Et qu'ils en ont profité aussi pour passer des lois qui permettent de niquer les 35 heures, de niquer les congés, etc. Ça, c'est pareil, il y a des gens qui en parleront mieux que moi, mais voilà, enfin, c'est assez hallucinant. Voilà, il y a même des pays comme le Portugal qui ont interdit le droit de grève. Par contre, par exemple, l'Espagne, elle a interdit les licenciements. Bon, voilà. Bref. Donc ça, c'est un petit peu vite fait les mesures qui ont été prises. Et donc, quand on a vu apparaître les drones et les couvre-feux, là, le monde militant était unanime. Non, mais là, c'est quand même plus des mesures sanitaires, c'est des mesures sécuritaires. Ah ouais, parce que le confinement généralisé, pour vous, c'était pas une mesure sécuritaire. Je sais pas, je me suis sentie un peu seule sur le moment. Et je voudrais rappeler que quand même, le confinement généralisé, ça s'apparente à peu près à assigner toute la population à résidence. Assigner les gens à résidence, c'est une forme d'enfermement. Et je rappelle quand même que l'enfermement, l'assignation à résidence, c'est des mesures punitives à la base. Donc, c'est sécuritaire comme mesure, c'est répressif. On ne peut pas vraiment dire le contraire. Après, les gens ont beaucoup estimé que c'était inévitable ou nécessaire. Et moi, si je me suis donné le mal de vous rappeler comment fonctionne le Covid-19 et comment il se transmet, c'est justement pour critiquer ce truc-là. En quoi c'est inévitable ? En quoi c'est strictement nécessaire le confinement ? On a vu que
Finalement, comment il se transmet le virus? Alors oui, il y a les surfaces, hein, faut faire attention à la survie du virus sur les surfaces, ça veut dire que faut pas toucher n'importe quel objet n'importe comment. Pour combattre ça, des mesures très strictes et très fortes de désinfection peuvent être mises en place. C'est quand même possible de le faire. Donc oui, ça demande des mesures, oui, ça demande de débloquer des fonds, mais il n'y a pas besoin d'interdire aux gens de sortir de chez eux pour ça. Ensuite, il y a la distanciation sociale. Donc on disait, si les gens restent à 2 mètres les uns des autres, 2 mètres pour être large, il n'y a aucun risque qu'ils se transmettent le virus. Aucun. Du coup, ce qui est strictement nécessaire, c'est que les gens restent à 2 mètres les uns des autres. Bon, bien sûr, il y a des gens, ils peuvent pas. Les parents et les enfants, par exemple, sont un peu obligés de se toucher. Les gens qui vivent ensemble, c'est pas toujours facile. Ok, pourquoi pas. Du coup, on peut mettre de la distanciation sociale de 1 à 2 mètres entre les personnes qui vivent pas ensemble, en fait. Ça, c'est possible. Alors, ça demande peut-être la fermeture de certains établissements, c'est probable. Ça demande des restrictions de déplacement, c'est possible. Ça demande des mesures, ça c'est vrai. Et des mesures qui sont peut-être moins simples et moins rapides à mettre en place. À mon avis, c'est surtout pour ça que le confinement généralisé a été décrété. Et aussi peut-être pour des questions de timing. Mais dans tous les cas, on aurait pu faire autrement. Et le confinement généralisé doit être vu comme une mesure abusive parce que c'est ce qu'elle est. En fait, sanitairement parlant, elle n'est pas strictement nécessaire. En tout cas, dans la théorie, dans la pratique après, c'est encore autre chose, c'est une autre question. Mais du coup, le confinement comme mesure sanitaire. On peut pas dire que c'est pas une mesure sanitaire quand même intéressante et efficace. Ça, c'est sûr. Mais il faut faire la différence entre confinement généralisé et confinement, en fait. On n'est pas obligé de généraliser le confinement à toute la population. Ce qui est intelligent, et assez évident, c'est de confiner les personnes malades et les personnes qui sont entrées en contact avec ces personnes-là. Voilà, ça c'est une évidence et c'est ce qui a été fait assez rapidement un peu partout. Ok. Ensuite, c'est vrai que plus tu testes largement ta population, plus tu peux repérer les personnes malades et donc appliquer ce confinement aux personnes malades et à leur entourage. Voilà. Ça, déjà, c'est un confinement qui est possible à faire et à mettre en place. Ensuite, mais pourquoi on ne confine pas les personnes vulnérables? Pourquoi confiner tout le monde et pas juste les personnes vulnérables? Quand je dis juste les personnes vulnérables, ça peut représenter un bon pourcentage de la population. Comme on a vu, il y a 14% des personnes qui attraperaient le Covid-19 qui auraient des cas sévères, donc des cas qui vont nécessiter sûrement une hospitalisation. Avec le système de santé qu'on a, qui a été dégradé par les politiques libérales successives, oui, forcément, ça pose problème. Mais si on confine toutes ces personnes, finalement, il n'y a plus tellement de problèmes, parce qu'on aura une épidémie de Covid, mais sur des gens qui vont avoir des symptômes bénins. Donc, c'est-à-dire, on peut renforcer effectivement les effectifs de médecins, on peut s'assurer qu'il y ait des stocks de médicaments contre la bronchite et la grippe en bon nombre, etc. Et puis voilà, en fait, par contre, il faut que le confinement des personnes vulnérables soit strict, quoi. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que les personnes, elles aient vraiment aucun risque de choper le virus. On peut se concentrer sur ces 15% de la population, par exemple. Alors après, le problème que je vois à ça, c'est que c'est sûrement 15% de la population, par exemple, qui sont déjà désavantagés dans la vie, voire carrément discriminés par agisme ou validisme de fait. Du coup, ça fait chier que ce soit encore ces personnes-là qui se prennent des mesures restrictives de leur liberté par-dessus le marché, mais il s'agit quand même de préserver leur vie. Donc je pense que c'est pas très compliqué, chaque médecin traitant a les dossiers de ses patients, il passe un coup de fil à toutes les personnes qui sont estimées comme vulnérables, il explique le protocole de confinement. Si les personnes ne veulent pas le faire, c'est à leurs risques et périls et elles auront choisi en fait. Voilà. Et puis sinon, voilà, il faut expliquer et donner les moyens que les personnes vulnérables puissent être confinées dans des bonnes conditions. Donc ça veut dire aussi repérer toutes ces personnes vulnérables, y compris les personnes qui n'ont pas forcément toujours accès aux soins, et c'est là-dessus que les mesures auraient dû s'accentuer.
faire en sorte que toutes les personnes qui n'ont pas de médecin traitant, etc., puissent là tout d'un coup avoir des visites, avoir des diagnostics, que les personnes vulnérables qui n'ont pas de logement puissent en avoir un, que les personnes vulnérables qui peuvent pas être confinées chez elles parce que leur logement est vraiment trop pourri ou parce qu'elles vivent avec des gens qui sont dangereux ou je sais pas quoi, puissent être confinées dans des bonnes conditions. Et ensuite, éviter le confinement généralisé, ça veut pas dire qu'on peut pas mettre en place une sorte de mobilisation générale quand même. En fait, bien sûr, tout le monde doit se sentir concerné. Comme certains personnels de santé le disaient, par exemple, dans les EHPAD, se confiner avec les résidents pendant plusieurs mois, ça peut être une solution. Voilà, parce qu'il y a besoin des soins, mais qu'il faut limiter les mouvements entre l'intérieur et l'extérieur. Donc on peut avoir aussi de recruter des soignants, de mobiliser aussi des personnes de la société civile, de permettre la mobilisation des personnes de la société civile. Ça veut dire peut-être permettre à des gens de passer à 20 heures semaine pour pouvoir apporter plus de soutien aux personnes vulnérables qui sont confinées. Ça peut être d'embaucher aussi massivement des personnes pour faire de l'assistance et des soins, en fait, et de la désinfection aussi. Voilà, ça peut être la mise en place de plein de plans. Alors oui, ça demande de débloquer de l'argent, c'est clair, mais c'est tout à fait faisable. Et puis, une des choses aussi qui est importante, parce qu'on parle de soins et de mesures sanitaires, mais bien sûr, s'il y a 15% de la population qui est confinée, il faut aussi mettre en place tout ce qui est possible pour rompre l'isolement, quoi, pour faire en sorte que ces personnes, elles se retrouvent pas extrêmement isolées. Et en fait, quand on a un plus petit pourcentage de la population qui est confinée, on peut se permettre du coup de développer des choses pour prendre soin en fait aussi. Et voilà, on aurait pu encourager effectivement les gens à se mobiliser pour filer de l'aide aux personnes vulnérables, que ce soit en termes de soins ou en termes de communication avec les gens, de soutien en fait, social et psychologique en fait. Juste, c'est normal, et économique d'ailleurs aussi. Bref, enfin voilà, du coup, c'est des choix. Ensuite, il y a aussi des confinements non généralisés qui ont été pratiqués par d'autres pays, qui concernaient pas forcément du coup les gens par catégorie de vulnérabilité ou quoi, mais par zone, tout simplement. En fait, à des moments, là, on nous a dit, la région Grand Est ou la région parisienne sont particulièrement touchées. Bon, maintenant, peut-être le virus, il est un peu partout et c'est trop tard, mais en fait, pourquoi confiner toute la France alors qu'en fait, on peut confiner que certaines régions? Est-ce que c'est si compliqué que ça de mettre en place le confinement avec des tests, par exemple, à l'entrée et à la sortie des régions ou des villes, ou en tout cas de zones plus petites? Et puis voilà, si tu veux rentrer ou sortir de la zone, il faut que tu te fasses tester. Si t'es négatif, il n'y a pas de problème. Mais sinon, il y a des mesures qui sont prises pour te confiner, c'est tout. En fait, en quoi on est obligé de confiner toute la population du pays? Voilà, et c'est pareil avec les zones de campagne. Moi, je pense qu'il y a plein de zones de campagne qui sont pas du tout touchées et que c'est ridicule d'empêcher les gens de circuler à plus d'1 kilomètre de chez eux alors qu'il n'y a aucun risque, en fait. C'est complètement stupide, et c'est pareil que d'empêcher les gens de circuler dans la rue. Un moment que tu sois dans la rue, dans un parc, n'importe où, même 50 personnes ou 100 personnes dans une rue ou dans un parc, si les personnes, elles ont une distance de 2 mètres entre elles et qu'elles ne touchent pas les objets et qu'elles ne se touchent pas entre elles, où il est le problème? Il n'y a aucun risque, il y a zéro risque. Voilà. Donc, les mesures qui sont prises sont abusives. Voilà, déjà, ça c'est sûr. Alors après, c'est clair que ça veut dire de réussir à faire respecter ces distances-là. Et que l'État ne conçoit pas les choses sous un autre angle que le contrôle total et la répression et la punition. Lui, il pense que tu peux pas imposer aux gens de mettre 2 mètres entre eux si tu les punis pas, en fait. Ou si tu les raquettes pas. Voilà. Moi, je pense que c'est pas vrai, et je pense qu'en fait, aussi, une mobilisation générale, ça pourrait vouloir dire ça. Ça pourrait vouloir dire que des gens, ils se portent volontaires pour, entre guillemets, faire de la pédagogie, quoi. En fait, faire en sorte, signaler aux gens pourquoi c'est important ces gestes-là, et signaler aux gens qui respectent pas en quoi c'est dangereux, etc. Et après, les gens choisissent, quoi. C'est sûr. C'est sûr qu'il y aura peut-être plus de gens qui respecteront pas, mais à partir du moment où les personnes les plus vulnérables sont confinées, c'est pas non plus une catastrophe, quoi.
Donc voilà. Moi, je pense, ça, c'était un peu pour expliquer en quoi, pour moi, le confinement généralisé n'était absolument pas une mesure strictement nécessaire et strictement sanitaire. Et ensuite, j'avais envie de parler un peu de ses conséquences. Et puis pour moi, en fait, qu'il faut arrêter l'absurdité, l'indécence et le moralisme. Et du coup, je vais mettre un peu de musique et ensuite développer ces points-là. Et on écoute Banlieue Rouge, Enterré vivant. Maintenant tu te réveilles. Voici qui s'offre à toi. Les ombres et le trépas. L'arôme de ta chair. La panique t'envahit. Ta vie, car ils t'ont enterré vivant. Ouais, ils t'ont enterré vivant. Ils t'ont enterré vivant. Car ils t'ont enterré vivant. Chez les ongles, sur les cloisons de ta tombe. Là, tu peux bien t'églesier. Y'a personne pour t'écouter. Pour tous t'es bel et bien mort. Et tu leur ton triste sort. Et ceux qui te pleurent maintenant, ils sont enterrés vivants. Oh, ils t'ont enterré vivant. Oh, ils t'ont enterré vivant. Oh, ils t'ont enterré vivant. Car ils t'ont enterré vivant. Hey, donc pour cette dernière partie, j'avais envie de vous parler un peu plus des conséquences du confinement généralisé. Enfin, je ne vais pas vous donner tout plein de détails, mais je voulais surtout lancer un arrêter l'absurdité, l'indécence et le moralisme. L'absurdité d'abord, comme ça a été pas mal pointé du doigt, effectivement, il y a ce décalage entre confiner l'ensemble de la population à son domicile. Déjà bon, pour celles et ceux qui en ont un, mais bon voilà. Et en même temps maintenir un bon nombre d'entreprises ouvertes. Et puis des commerces quand même, enfin bon après c'est surtout les supermarchés, mais voilà. Donc c'est absurde d'un point de vue sanitaire aussi, hein, parce que si on reprend ce qu'on a dit tout à l'heure, effectivement le Covid il peut se transmettre sur les surfaces et aussi s'il n'y a pas une bonne distanciation sociale. Donc évidemment que dans des entreprises où les gens sont obligés de travailler à moins d'un mètre les uns une des autres, ça c'est juste pas possible. C'est beaucoup trop dangereux si t'as pas de protection. Et dans des entreprises où effectivement les gens partagent, on va dire, des objets, mais ça veut dire, par exemple, utilisent les mêmes outils ou mangent sur les mêmes tables, utilisent les mêmes poignées de porte pour aller s'asseoir sur les mêmes toilettes. En fait, ça, c'est pareil, c'est pas possible. Donc, il doit y avoir des mesures de mise en place. Après, c'est possible parfois de laisser ouvert des entreprises en mettant des bonnes pratiques d'hygiène en place. Hein. Il y a peut-être beaucoup d'entreprises où ce serait effectivement possible d'avoir les gestes barrières et la distanciation sociale. Auquel cas, moi je vois pas forcément de problème à ce que ça reste ouvert. Ce que je vois comme problème, c'est pourquoi ça reste ouvert et que nous, on doit rester confinés. En fait, c'est soit l'un, soit l'autre, quoi. Tout pendant, en fait, qu'on maintient des lieux où le virus va pouvoir se propager, ça sert à rien, en fait, de confiner les gens. Donc voilà, en fait, à un moment, faut faire des choix. Et pareil pour les supermarchés, je sais pas vous, mais moi, je trouve que quand je vais faire mes courses... Enfin, personne ne m'a distribué de gants, il n'y a pas de gel hydroalcoolique ou de savon à l'entrée du magasin avec lavage de mains obligatoire non plus. Enfin, en fait, le seul truc, c'est la distanciation sociale. Et puis, bah, si quand même, les caissières sont un peu protégées aussi. Ça veut dire que si je prends une boîte de conserve juste pour lire l'étiquette et que je la repose, bah, s'il y a le Covid dessus, il se transmet comme il veut en fait. Hein. Donc voilà, c'est pareil quoi. Ça n'a pas de sens en fait de soi-disant sécuriser toute la population en l'empêchant de sortir de chez elle si on maintient des espaces assez nombreux en fait dans lesquels la transmission du virus est tout à fait possible.
Ensuite, il y a l'absurdité dont j'ai déjà aussi parlé, hein, il y a des gens, ils se sont pris des amendes, alors qu'en fait, jusqu'à rencontrer les flics, a priori, ils avaient croisé personne. Par exemple, quand tu fais du vélo dans la campagne, déjà tu roules à une certaine vitesse, tu croises pas les gens en fait à moins d'1 mètre, c'est quasiment sûr. Dans certains coins de campagne, en fait, tu vas juste croiser personne. Alors oui, t'es à plus d'1 kilomètre de chez toi. Et alors, quoi? Ils sont dangereux pour personne, mais ils vont se prendre une sanction. Voilà, il y a une meuf, elle s'est prise une amende aussi parce qu'elle est allée nourrir son cheval. Non mais c'est n'importe quoi en fait. Enfin, je veux dire, t'as un cheval, il faut bien que t'ailles le nourrir. Et même s'il peut brouter dans le pré, faut bien que t'ailles le voir régulièrement pour voir s'il va bien. T'en es responsable. En fait, ce serait irresponsable de pas aller voir son cheval régulièrement. Mais non, elle va se prendre une amende quand même. Et des exemples comme ça, il y en a des tonnes. Donc voilà, en fait, moi je voulais souligner l'absurdité et l'absurdité aussi par rapport aux flics. Parce que du coup, c'est les flics qui sont censés faire appliquer massivement du coup le confinement généralisé. C'est eux qui donnent les sanctions, etc. Et ça aussi, c'est complètement absurde, parce qu'en fait, les flics, c'est tout le temps les mêmes. On le sait de sources sûres, ils manquent d'équipement, ils sont pas toujours protégés. Vous les avez vus vous-même si vous vous êtes fait contrôler, ils sont pas toujours protégés, ils ont pas forcément des gants, ils ont pas forcément des masques. Mais eux, par contre, ils vont interpeller, enfin, ils sont chargés normalement de contrôler toutes les personnes qui bougent, quoi, plus ou moins. Donc ça veut dire que dès que tu bouges, en fait, les keufs, ils vont te voir, potentiellement à moins d'1 mètre, potentiellement ils vont te toucher. Et du coup, après, ils vont le transmettre à la personne d'après qu'ils vont contrôler après, quoi. En fait, c'est complètement stupide. Ils vont favoriser finalement le fait que le virus il circule d'une personne à l'autre. Sachant qu'en plus, il y a eu énormément de cas de contamination parmi les keufs. Mais eux, ils s'en foutent, ça fait partie des personnes qui sont en meilleure santé. Bah ouais, mais c'est dégueulasse en fait. Parce que eux, pour le coup, ils mettent en danger tout le monde. Parce qu'il y a plein de gens, ils se font verbaliser. Comme je disais, avant de voir les keufs, ils avaient vu personne en fait. Ils avaient croisé personne. Et s'ils n'avaient pas croisé des keufs, en fait, il n'y aurait eu aucun danger pour la santé des autres, ni pour la leur. Par contre, tu vois le gars, il se promène dans son parc tout seul. T'appelles les flics, là tu le mets en danger en fait. Là tu le mets en danger parce qu'au lieu d'être tout seul, tout d'un coup ils vont être 5 ou 6. Ah bah oui, ils vont être 5 ou 6 parce que les flics ils se travaillent par 6 là dans un camion. Ils vont être à 6 à lui tomber dessus. Hein, si le mec il dit ah bah non, non, je fais de mal à personne, hop, plaquage ventral, tout ça. Non seulement il risque sa vie parce que les techniques policières on les connaît, on les a vues les vidéos de violences policières partout. Bon, s'il a de la chance qu'il se tape pas trop une violence policière, mais il se tapera quand même une arrestation. Une arrestation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont le toucher, ils vont lui passer les menottes, ils vont l'emmener dans la même voiture qu'eux. En fait, ils risquent de le contaminer. Là, maintenant, ils l'ont mis en danger. Eux, ils mettent en danger la vie d'autrui, en fait, en faisant ça. Rien qu'en contrôlant, ils peuvent mettre ta vie en danger s'ils sont pas bien protégés. Mettons, ils sont bien protégés, ça passe. Mais tu leur tiens un peu tête, ils ont pour ordre de t'arrêter. Du coup, là, ils vont te toucher. Là, ils vont t'emmener au commissariat, ils vont t'emmener en garde à vue. Au début, il y avait des recommandations pour qu'il y ait moins de garde à vue. Ça a sauté. Maintenant, c'est le contraire qui est passé. C'est une prolongation automatique des gardes à vue. Non, mais il n'y a pas meilleur moyen de transmettre le virus que de continuer, en fait, à arrêter des gens et à les mettre dans des endroits comme ça, confinés, où ils vont se retrouver ensemble. C'est complètement stupide. Donc ça, c'est l'absurdité. Donc moi, ça m'énerve, en fait, quand on dit oui, les gens, ils sont irresponsables, donc ils méritent d'être sanctionnés, donc je vais appeler les flics, donc nanani, donc nanana. Non, c'est les flics qui sont irresponsables, là, en fait. Là, c'est les mesures sanitaires qui sont prises. Elles ont plus de conséquences négatives sanitairement parlant, et elles provoquent en plus de ça des injustices, que si on faisait rien, là, pour le coup. Alors, franchement, bravo. Elle est où l'irresponsabilité? Et c'est qui est absurde, en fait, hein? Et pour terminer sur les flics, en plus de ça, il y a un racket généralisé, quoi. Enfin, faut voir le montant des amendes. On a encore augmenté les amendes, je crois que c'est 200 € dès la première récidive d'amende, il me semble. Bref, les amendes, elles n'arrêtent pas d'augmenter, et maintenant, il y a même un risque de prison si tu récidives 3 fois. Non, mais c'est n'importe quoi, en fait. Est-ce que c'est une solution sanitaire de mettre les gens en prison? Non. Vu ce que vivent les prisonniers, on en parlera vite fait tout à l'heure, c'est tout le contraire d'une solution, en fait. Et donc, l'État, en fait, se fait de la thune sur le dos des gens, mais il y a plein de gens, ils n'ont pas une conduite à risque, ils se prennent des amendes, et il y a des gens qui mettent en danger les autres, c'est-à-dire les flics, en les arrêtant, et eux, par contre... eux, ils vont avoir un salaire, avec des primes sûrement en plus. Et c'est sûr que l'État doit se faire une belle somme avec toutes les amendes qu'il met. Ça marche pas forcément ce truc de plus tu fais grimper la répression, plus les gens ils obéissent. Hein. Ça, des fois, c'est le contraire. À un moment aussi, t'atteins le point de rupture.
à partir duquel finalement les gens ils vont arrêter d'obéir, quoi. Parce que tu abuses et parce que tu crées de l'injustice. Donc voilà, absurdité. Ça c'était pour le point absurdité. Ensuite, l'indécence. Arrêter l'indécence, à la base, je voulais vous lire un article que j'ai trouvé sur Ouest France, où c'est une travailleuse sociale, je crois, qui explique du coup son inquiétude par rapport au confinement pour les enfants maltraités. Donc voilà, et en fait je voulais vous le lire parce qu'elle termine son article en disant oui, on a beaucoup craché sur les Parisiens qui respectaient pas bien le confinement, mais en fait il faut pas oublier que certaines d'entre eux ont sauvé des vies. Et moi ça m'avait vachement marqué qu'elle le dise comme ça, parce qu'en fait c'est vrai, quoi. Enfin ouais, ça évite en fait que des enfants ils soient cognés jusqu'à en mourir, ou que des femmes elles soient cognées jusqu'à en mourir. Donc avant de pointer du doigt la personne que tu vois sortir abusivement en disant oh là là c'est un irresponsable, arrête, quoi. En fait tu sais pas pourquoi elle sort. Ça se trouve elle est en danger chez elle, la personne. Voilà, ça se trouve la personne elle vient de sortir son gosse, elle vient de lui sauver la vie. En fait t'en sais rien c'est quoi les besoins des gens. Il y a des gens ils sont claustrophobes, ils sont en train de péter un câble, il y a des gens ils sont au bord du suicide, il y a des gens ils se tapent la tête contre les murs parce qu'ils supportent pas l'enfermement. En fait tu peux pas juger. Tu crois quoi? Les gens, ils ont conscience qu'il y a une épidémie, en fait. S'ils sortent, c'est parce que c'est important pour eux de sortir. Donc laisse-les. Arrêtez de juger, en fait, les gens et essayez d'avoir un peu confiance, en fait. Si les gens, ils sortent, c'est qu'ils en ont besoin. Donc voilà, l'indécence pour les personnes qui sont enfermées avec des personnes violentes, que ce soit des femmes ou des enfants. Le numéro contre les violences conjugales a enregistré une très forte hausse des appels depuis le début du confinement. Donc ça c'est pareil, c'est extrêmement inquiétant, mais c'est sans surprise. Et ça a déjà été aussi dit par pas mal de monde. Donc ça c'est de l'indécence, voilà. Pour l'indécence, il y a aussi l'histoire des personnes qui sont allées à l'enterrement d'un de leurs proches qui était mort du Covid-19. Et qui se sont pris une amende. Non mais d'où tu mets une amende à des gens qui sont en deuil comme ça, quoi. En fait, il y a vraiment effectivement aucune limite à l'indécence. C'est pas possible, quoi. Déjà la personne elle a dû mourir seule sûrement à cause de cette épidémie. Déjà les gens ils ont sûrement pas pu dire au revoir à leurs proches. Et en plus là ils vont se prendre une amende parce qu'ils n'avaient pas le droit d'être ensemble le jour de l'enterrement. Non mais on va où, quoi? Ça suffit en fait. Voilà, indécence évidemment aussi, on pense aux 4 millions de Français, Françaises mal logés. Voilà. Et je suis pas sûre que ça compte les exilés. Voilà, les personnes qui n'ont pas la nationalité française. Donc bon, dans ce chiffre-là, ça comprend toutes les personnes qui sont à la rue, évidemment. Donc c'est pareil, on en a pas mal parlé. Il y a eu quelques mises à l'abri de fait, mais ça m'étonnerait que ce soit des mises à l'abri suffisantes. Donc oui, bah il y a des gens, ils sont dehors. C'est pas parce qu'ils respectent pas le confinement, c'est parce qu'ils ont aucun endroit où se confiner. Il y a des gens, ils sont dehors, parce qu'en fait, autrement, ils se retrouvent enfermés dans un placard à balai trop humide. Mais d'où tu peux imposer à quelqu'un de passer 2 mois dans un placard à balai trop humide? En fait, moi, cette personne-là, je veux qu'elle sorte, en fait. On ne laisse pas enfermer des gens dans des situations comme ça, c'est pas possible, en fait. Ça, c'est de la mise en danger, c'est pas autre chose, en fait. Donc, le mal logement, ça concerne beaucoup de gens. Donc on arrête pareil de juger les gens qui sortent, en fait. Sortir pour plein de gens, en fait, c'est nécessaire. L'indécence du coup, c'est effectivement le sort qui est fait aux gens qui sont dans des espaces déjà collectifs et confinés, comme les prisonniers et prisonnières, certaines personnes exilées aussi, qui sont dans des campements confinés, ou les centres de rétention qui sont des sortes de prisons aussi, hein. Voilà, donc ces personnes-là, donc les prisonniers à qui on a retiré les parloirs, qui n'ont presque plus de produits à cantiner pour des mesures d'hygiène, etc., et qui sont en pleine lutte. Donc voilà, je vous invite à vous renseigner sur les luttes des prisonniers et de les soutenir de toutes les façons que vous pourrez, des prisonniers prisonnières, parce que le sort qui leur est fait est insupportable, en fait. C'est insupportable et c'est dangereux. Parce que là, on se retrouve avec des endroits où les gens vivent les uns sur les autres, et à beaucoup. Donc, si le virus arrive dans les prisons, et il est arrivé dans les prisons, il va se répandre comme une traînée de poudre. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations compliquées en prison, c'est-à-dire qu'ils sont en fait des personnes vulnérables au Covid-19, donc il va y avoir beaucoup de morts. Et ça, c'est inacceptable, c'est l'indécence, effectivement, c'est l'indécence. Donc, faut arrêter ça, quoi. Voilà, on pense aussi évidemment aux travailleurs, travailleuses qui sont obligés d'aller travailler dans des conditions sanitaires qui sont mauvaises et que eux, elles aussi, on met gravement en danger. Donc ça, c'était pour la partie indécence. Et ensuite, il y avait arrêter le moralisme
Et du coup, ça, c'est des trucs dont j'ai déjà pas mal parlé dans les parties précédentes, finalement. Ce truc de pas accuser les gens à tort, là, de les trouver irresponsables euh, et d'imposer une espèce de moralité comme ça, alors qu'en fait, tu sais pas. Donc, tu peux pas juger comme ça. Et puis aussi, on a parlé vite fait dans la partie sur le confinement d'autres choses qui pourraient être mises en place, qui seraient plus basées sur un truc de responsabilisation et de participation des gens plutôt que sur un truc de répression. Mais du coup, dans le truc de moralisme aussi, j'avais l'impression que cette période-là, elle vient aussi exacerber un truc qui existe déjà. C'est l'espèce de suspicion et de haine qu'il y a envers l'oisiveté et le loisir, quoi. Vous voyez, c'est des trucs que les chômeuses et les gens qui sont au RSA, ils comprennent. Ce truc qu'on se prend dans la gueule de c'est pas bien de pas travailler, c'est pas bien de profiter de la vie, en fait, quoi. C'est pas bien les loisirs, c'est pas bien l'oisiveté. Et voilà, ça, les loisirs, c'est que si tu le mérites et que si tu dépenses de l'argent. Parce que sinon, franchement, c'est trop de la triche. Et là, ça vient, enfin, ce truc de nous sommes en guerre, il faut absolument que tes déplacements soient justifiés et nécessaires. Ça vient encore plus accentuer ce truc de on soupçonne tout le monde là de sortir pour rien, en fait, de pas avoir une raison suffisamment importante, quoi. Et du coup, par contre, sortir pour travailler, ça, il y a pas de problème, quoi. Alors qu'à plein de moments, c'est pour aller fabriquer des trucs qui sont pas nécessaires, quoi. Mais par contre, si tu sors pour aller cueillir des fleurs, alors là, t'es trop irresponsable, quoi, et tu vas être trop mal vu. Moi, je pense que sortir aussi pour se faire du bien ou pour profiter de la vie, c'est important aussi. Et même d'aller boire des apéros dans les parcs, pourquoi pas. Après, bien sûr, faut être responsable, quoi. On peut imaginer de limiter l'accès aux parcs, aux forêts, etc. Pourquoi pas, mais on peut le limiter sans l'interdire, en fait. Est-ce qu'on pourrait pas mettre un nombre de personnes autorisées et puis rappeler les consignes à l'entrée en disant, bon, bah voilà, ce parc-là, bon, on a décidé c'est 50 personnes, vous oubliez pas plus d'1 mètre, nanani, nanana. La nécessité sanitaire, encore une fois, c'est la distanciation sociale, c'est pas que les gens arrêtent de s'amuser. Et voilà, ce qu'on nous oppose comme toujours, en fait, c'est ah bah oui, mais ça marche pas ton truc, les gens ils sont pas responsables, vu la société dans laquelle on vit et comment les gens sont éduqués et habitués, bah tu vois, si tu les contrains pas, si tu les punis pas, ils vont pas respecter, et puis bah là c'est pas possible qu'ils respectent pas parce qu'il y a des enjeux sanitaires, nanani, nanana. Bon, déjà, on a vu qu'effectivement, l'enjeu sanitaire, il est sur les gestes barrières et la distanciation sociale, absolument pas sur le respect du confinement. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon point de vue. Et c'est toujours pareil, finalement, si on met en place des mesures qui concernent tout le monde et qui sont aussi punitives aujourd'hui, c'est parce que c'est plus facile en termes de contrôle. Du coup, c'est pour ça qu'il n'y a plus le droit de sortir de chez soi, etc. Parce que des gens bien rangés dans leur petite case, dans leur logement, il n'y a plus que la rue, en fait, à contrôler. Et tous les allées et venues, vu qu'il n'y a plus personne qui sort, en fait, un aller et venu, ça se voit. Ça se voit et ça s'intercepte facilement. Donc ça facilite le contrôle. Et puis après, au besoin, on utilise les drones et les hélicoptères en plus. Et du coup, voilà, on préfère pouvoir tout contrôler parce qu'on fait zéro confiance aux gens. Est-ce que les gens obéissent plus ? Ça on pourra jamais savoir vu qu'on n'a pas mis en place d'autres façons de faire, donc c'est toujours facile de critiquer. Enfin moi tu m'expliques pourquoi c'est important que l'accès à tel ou tel endroit il soit limité, tu m'expliques pourquoi c'est important de garder de la distance, tu m'expliques pourquoi c'est important que là je porte des gants et tu me dis que en fait ça peut sauver des vies. Évidemment que je vais le faire, en fait. Les bonnes habitudes, elles vont se prendre rapidement. Moi, je pense on peut se faire confiance les uns les autres pour se dire voilà, soyons intelligents, ne mettons pas en danger autrui, appliquons les gestes barrières et la distanciation sociale. Mais oui, on peut sortir. C'est pas un problème, en fait. Donc, aidons-nous aussi, entraidons-nous aussi pour pouvoir sortir et surtout pour pouvoir éviter que les keufs fassent leur sale travail, voilà, de mise en danger et de raquettes et de répression de la population. Et pour ça, entre autres, il existe l'outil Infotraflic. Voilà, pour Nantes, vous pouvez le trouver sur le site nantescoronavirus.noblogs.org, aussi sur nantes.indymedia.org, parce que c'est effectivement important qu'on se transmette les informations et qu'on se donne des outils pour éviter au maximum la répression et les effets négatifs du choix punitif et sécuritaire et répressif de l'État face à l'épidémie. Voilà, merci, j'espère que c'était pas trop long et que c'était quand même un peu clair. Des gros bisous.
pas nos habitudes. Nous sommes les temps du silence. Pour questionner nos attitudes, pour avoir bonne conscience. Enfin l'indignation devant toutes les souffrances qui troublent l'opinion. Nous sommes les temps du silence. Quelques scrupules, quelques remords. Nous sommes les temps du silence. Lorsqu'on tire, on s'empile les corps. De show business et une corruption politique à l'image de notre civilisation, une action ponctuelle que beaucoup croiront suffisante, n'ayant pas le courage de la dure voie militante. Mais d'un état à l'autre, les lâches sont les mêmes, comme des rats ils se montrent dans les rouages du système. Nous sommes les gants du silence, jouets de la démocratie. Nous sommes les gants du silence, marionnettes de l'hypocrisie. Coupables de notre silence, comme de notre inaction. La règle de l'ignorance forge maintenant notre raison. Nous sommes les gants du silence, témoins de la division sociale. Nous sommes les gants du silence, complices du nouvel ordre mondial.